Donc j'ai le plaisir de modérer cette dernière table. Et donc sans plus tarder, puisqu'on a perdu beaucoup de temps, je ne vais pas être bavard comme toi, je vais passer la parole à notre premier intervenant, Olivier Deauville, qui est maître de conférence à Nanterre, psychiatre et Ah, je ne suis psychanalyste. pas psychiatre, je ne sais pas pourquoi. Non, je les aime bien, mais je suis pas. On a induit en erreur, autant pour moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, Il faut les confondre, les patients confondent parfois. C'est à l'hôpital. c'est pas une tare non plus d'être Ah, psychiatre. ah, mais pas du tout, c'est juste pas mon cas, voilà. Alors, vous allez nous parler de l'alcool. Oui, Allons-y. eh ben d'accord. Bon, alors, écoutez, je ne vais pas être très long. Lorsque mon ami Éric Toubiana a eu l'idée originale de faire appel à moi pour un chapitre sur l'alcool, j'étais évidemment heureux, c'est un copain, embarrassé, c'est une question fleuve, si j'ose dire, et pris de court, comme tout le monde, parce qu'on est débordé. Alors j'ai classiquement fait quelque chose en 3 parties, une espèce d'histoire de l'alcool, et puis, finalement, les questions que ça me pose, puisque là c'est pas non plus une tare, mais c'est ce que. Enfin, ouais, j'exerce comme psychanalyste et je reçois un certain nombre de patients qui picolent un max. Voilà. Alors, quand on s'intéresse, parce que je suis anthropologue aussi, enfin, vous ne pouvez pas tout dire, un peu dispersé, enfin, c'est comme ça. Quand on va dans des sociétés qui pour nous sommes lointaines, puisque nous sommes figés dans l'exaspération de penser que notre société est proche de nous, ce qui est un peu bête. Mais quand on va dans des sociétés lointaines, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de discours sur l'alcool qui sont loin d'être des discours, on va dire, d'alarme ou de plainte. L'alcool est un ingrédient tout à fait nécessaire à la vie. Je ne dis pas qu'il faut picoler comme des éviers, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est nécessaire à la vie, et donc l'alcool a une place. Voilà. Une place qui n'est pas hors d'eux, mais qui est une place d'exception. C'est pas pareil, exception et en dehors. Voilà. Pas la chose à conjurer, c'est la chose à utiliser d'une certaine façon. Voilà. Alors, quelle est cette façon ? Eh bien, pour répondre à cette question, je voudrais insister sur le fait que nous confondons peut-être assez facilement deux choses qui sont un peu difficiles à distinguer. Je vais tenter de le faire. L'alcool comme objet, l'objet, le partenaire, l'objet qui nous abandonne, l'objet auquel on s'abandonne, bien sûr, j'y reviendrai. Et puis l'alcool comme produit. Et le produit, ce n'est pas tout à fait un objet. Le produit, c'est un prolongement du corps, c'est quelque chose qui est en interférence avec les humeurs du corps. Et plus, je dirais, la représentation qu'une société, qu'un groupe humain, que certaines parties du groupe humain, pas toujours les petits-enfants, pas toujours tout le monde, mais se fait du corps. Plus cette représentation est une représentation où le corps est une machine harmonieuse qui doit équilibrer des produits, eh bien, plus l'alcool est considéré, au fond, comme un produit. Comme un produit, c'est-à-dire comme une substance. Une différence entre la substance, la matière et l'objet. Et cette substance, quelle est-elle ? Elle est souvent pétrie, faite du corps des dieux. L'alcool n'est pas une définition, je dirais. Ils savent très bien fabriquer de l'alcool. Ils savent très bien en boire. Ils savent très bien en faire boire. Parce que pour être anthropologue, il faut avoir la foi et un bon foie. Mais vous voyez, la définition mythologique de l'alcool, c'est que l'alcool est la souvenance d'un temps préhumain. Voilà. Un petit peu comme lorsque Lévi-Strauss nous expliquait que la différence entre le tabac, défini par comme il se doit de l'être, défini par un botaniste ou par un adepte de la chimie organique, se décompose en quelques formules, alors que pour les mythologies, qu'est-ce le tabac ? Sinon ce qui a poussé sur la tombe hâtivement creusée d'une femme léopard dont s'était emmouraché, il y a des temps très anciens, le plus beau guerrier du village qui précisément refusait les lois coutumières de l'exogamie. Donc, dans la substance même de ce produit, il y a la souvenance d'un état préhumain, ce qui ne veut pas dire mauvais, ce qui ne veut pas dire archaïque, au sens où on passerait tout de suite au schéma de la régression, mais qui veut dire que boire de l'alcool, c'est faire un acte de souvenir. On ne pourrait pas considérer, par exemple, qu'on boit pour oublier. On boit non pas pour se souvenir, mais pour être possédé par un souvenir. C'est quand même un petit peu différent.
pas dire que la personne qui s'enivre va avoir un souvenir, mais il présente un état du corps, il présente un état de l'élocution, il présente un état qui rappellerait au fond quelque chose du miracle du surgissement du corps humain sur l'informe et de la parole sur le babillage élémentaire de la nature. En ce sens, l'alcool est considéré comme une aventure qui doit être l'alcoolisation, qui doit être réservée à un certain nombre de personnes, au rang desquelles, premièrement, les initiés et les chamans. Bon. On ne comprend évidemment rien à l'alcoolisation massive des populations déculturées avec un tel schéma. Je donne comme exemple d'acculturation massive des populations déculturées ce qui s'est passé pour les Inuits du Québec. Dans le bureau des affaires indiennes du Québec, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de modèles, par exemple, différents de ce qu'est la culture. Et en particulier, se sont affrontés assez rudement. J'en ai eu des échos et j'ai rencontré des partenaires de cet affrontement grâce à mon ami Jacques Leroux, qui est un anthropologue du Québec, qui est un ami des Algonquins, chez lesquels il m'a permis de séjourner à quelques reprises. Eh bien, il y a eu deux conceptions de la culture qui sont affrontées. La première, en quelque sorte, nous la connaissons. Nous la subissons, nous la récusons et elle nous encombre, y compris dans les universités, pas ici mais dans d'autres, je vous prie de le croire. C'est celle qui consiste à dire que la culture, c'est un instrument, c'est un outil de connaissance. Voilà. Et qu'au fond, cet instrument peut être, en quelque sorte, amélioré. Et l'autre consiste à dire que la culture, c'est au fond ce qui permet un certain pacte symbolique élémentaire entre les générations, entre les morts, entre les vivants, et fait émerger entre moi et l'autre une dimension du tiers, qui peut être une dimension du sacré, sacré religieux ou sacré de la parole. Bon. Avec la définition tout à fait rudimentaire, je vais dire automatique de la culture, consiste à dire que la culture, au fond, c'est un outil, c'est une bécane, c'est une automobile. Il est évident que les Inuits, qui vivaient dans des tentes et parfois dans des igloos, gagneraient à vivre dans des grands bâtiments en contreplaqué chauffés au gasoil. Moralité de l'affaire, eh bien, toute la culture traditionnelle de l'habitat, la correspondance entre le dedans, le dehors, le monde, l'outre-monde, la nature et les hommes, tout ce faisceau de correspondance, d'harmonie, de disharmonie, de transformation qui permettent de réguler le pouls du temps à la place de l'homme dans le monde, tout ça a été aboli et l'on voit des suicides et des alcoolisations. C'est bien ce que l'anthropologue, et je terminerai dessus, va rencontrer lorsqu'il travaille la question de l'alcool, c'est finalement deux émergences assez contradictoires de l'alcool. D'une part, l'alcool comme, je dirais, un médium qui permet des états de conscience modifiés, lesquels états de conscience modifiés offrent à celui qui les traverse et au groupe qui en est le dépositaire et le destinataire de cette traversée l'occasion de rabibocher en quelque sorte les vivants et les morts, et l'alcool comme signale au fond qu'une communauté ayant perdu le cadre qui tenait ses objets, qui tenait son espace, qui tenait son temps, qui tenait ses légendes, ses épopées, ses mythes, eh bien l'alcool devient quelque chose qui creuse, qui ronge, qui abolit, qui déprime. Si je poursuis très rapidement, j'essaye de cavaler à grands pas dans ce que j'ai pu écrire à l'invitation d'Éric Toubiana, je vois aussi que les Grecs anciens avaient un discours, on pourrait dire, assez précis sur l'alcool. Par exemple, dans les Lois, qui est un des derniers textes de Platon avec le politique, était conseillé de faire boire énormément les jeunes gens. Et pourquoi cela ? Eh bien parce qu'un jeune, 15 ans, 16 ans, c'est vrai que pour Platon, on n'était accompli qu'à 50 ans, sans quoi peut-être il était optimiste. Mais qu'un jeune qui tient le coup, qui ne déparle pas, qui ne délire pas, qui n'est pas violent, était sans doute capable de mener à peu près bien les affaires de la cité. Bon. Donc on a toujours un peu dans les textes anthropologiques, dans les textes philosophiques, cette idée que la consommation d'alcool en excès soit permet un surcroît de symbolisation, soit bien au contraire abolit pour le sujet la capacité de la symbolisation, de la confiance en lui-même, en son groupe et à toutes les figures possibles d'altérité. Alors aujourd'hui, en quoi
le psychanalyste est-il intéressé par cette question? On pourrait se reporter, bien sûr, c'est tout à fait normal, à ce qui s'est écrit lors de l'époque généreuse, pionnière, dont on n'a pas fait le tour encore des pionniers, l'époque de Freud. Bon, c'est très bien que Freud disait qu'il avait, pour les grands buveurs, les solides buveurs, pas les grands alcooliques, pas ceux qui tombaient malades, ceux qui tenaient le coup, une très grande estime, ça l'épatait. Pour moi, disait-il, je suis sobre, mais les grands buveurs qui tiennent le coup forçaient quelque peu son admiration. Ce sont là finalement des propos qui sont loin d'être majeurs dans l'œuvre freudienne, bien entendu, puisque un certain nombre de réflexions sur l'alcool ont pris un autre tour. Il ne s'agissait pas simplement de dresser, avec quelques lauriers superfétatoires, la statue du buveur solide, mais de s'intéresser au lien entre l'alcool et la mélancolie. Parce qu'au fond, la guerre de 14-18, qui a été évidemment un moment terrifiant pour tout le monde, mais important pour la psychanalyse. La guerre de 14-18, qui a vu des psychanalystes sur le front des névroses de guerre, Rank, Tosk, Simmel, Abraham et quelques autres, même Jones voulait s'occuper de l'armée des Indes. Cette guerre de 14-18 a fourni un certain nombre de documents cliniques considérables, fortement répertoriés par exemple par Gilles Tréhel. J'essaie d'en faire quelque chose aussi. Enfin, c'est Gilles Tréhel qui a fait un boulot énorme là-dessus. Et en particulier a amené 3 dimensions importantes: la folie traumatique et pas la névrose traumatique, la folie traumatique, la question évidemment tout à fait importante, outre la folie traumatique, du cauchemar, qui était peu étudiée finalement, et puis la question de l'alcool et de la mélancolie. Et l'on voit, surtout dans l'école hongroise, avec Rado, des écrits sur l'alcool qui dépassent en quelque sorte la commodité d'Abraham, de dire que l'alcool est lié au sadisme moral, et qui nous informent sur le fait que l'alcoolisme, en quelque sorte, eh bien, est dans une dynamique, pas simplement dans un mouvement passif, régressif, de se laisser chuter vers, etc., mais dans une dynamique d'abandon, cette fois-ci à l'objet. L'alcool, pourquoi je dis cette fois-ci à l'objet? Parce qu'il semblerait bien que quand l'alcool est pris comme un objet, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cet objet, l'alcool n'est plus simplement authentifié comme un produit qui a des composantes en résonance avec celles du corps humain. C'est au fond la grande thèse d'Aristote dans le problème 31, analogie entre la bile noire et le vin. Mais quand l'alcool est pris comme un objet, c'est un autre champ qui se dessine. C'est quoi ce champ? C'est que l'alcool, c'est le compagnon, c'est le symptôme compagnon du sujet. Que l'alcool, c'est un partenaire. En ce sens, il est personnifié. Les alcooliques peuvent avoir des tas de théories sur la valeur de l'alcool, ce que ça apporte, ce que ça n'apporte pas. Généralement, ce qu'ils disent, nous le connaissons. C'est que c'est un bouchon à l'angoisse. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je crois qu'on n'a pas dit grand-chose. Mais nous connaissons cette histoire. L'alcool, c'est un bouchon à l'angoisse. Mais quelle angoisse et comment ça bouchonne? C'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où les écrits de l'école hongroise nous importent. Dire que ce serait basiquement une angoisse de castration, une angoisse d'insuffisance. Après tout, il n'y a pas eu tellement de recherches, et je ne crois pas qu'elles seraient si probantes, faites entre névrose obsessionnelle et alcoolisation. Il n'y a pas de ça. Il s'agit de quelque chose qui a été défini par Freud dans son étude sur ces épaves d'un défunt, comme le disait Lacan dans L'Étourdi, son étude des mémoires du président Schreiber, que l'alcool vient tempérer une Hilflosigkeit. C'est-à-dire quelque chose qui interdit, qui laisse le sujet interdit devant le devoir de s'affirmer comme présent et comme vivant. Voilà exactement ce que l'alcool va créer, une espèce de tamponnage de l'angoisse qui saisit un sujet lorsqu'il s'agit pour lui de s'affirmer comme
actif, comme présent, comme pouvant prendre une décision dans des actes qui engagent effectivement sa pulsion de vie, sa libido. En quelque sorte, ce que l'alcool fait en tant que partenaire, c'est qu'il éloigne le sujet, au risque d'une conduite mortelle, d'un rappel incessant de l'angoisse de mort. Mais ceci a un prix. Ceci a un prix. Ce prix, qu'est-ce qu'il est ? Eh bien, il est de sentiment d'une irréalité. C'est un point sur lequel les psychanalystes de l'époque héroïque s'accordent. Il y a une désidentification du sujet, l'impression d'une vie à côté, qui prolonge en quelque sorte l'errance même dans laquelle le sujet alcoolisé, s'alcoolisant, est pris. Et lorsque l'on écoute les paroles des patients très alcoolisés, nous avons un fond mélancolique. Nous avons un fond mélancolique, mais qui se veut toujours et qui réussit souvent à être anesthésié. Vous savez très bien que ce qui est le trait massif de la mélancolie, au plan rhétorique, c'est l'auto-accusation. Vous savez par exemple que c'est sur ce critère de l'auto-accusation que Kraepelin distinguait la cyclothymie de la psychose maniaco-dépressive. Kraepelin tenait à cela que dans la cyclothymie, il n'y a pas d'auto-accusation. Et que ce qui donne à l'alternance de manie et de mélancolie son caractère de folie est la présence de l'auto-accusation. Nous sommes maintenant dans des temps cliniques qui sont assez débilisants, où on confond la psychose maniaco-dépressive avec le bipolaire, alors que dans notre héritage culturel, ça a été extrêmement clairement, nettement, et je crois décisivement, distingué par Kraepelin, c'est-à-dire, il faut bien le reconnaître, qu'il devait tout ça à Wundt, qui était, vous le savez très bien, un des inspirateurs de Freud. Eh bien, l'auto-accusation prend une tonalité particulière sous alcool. Le sujet, certes, mais comme pris dans une espèce de lancinante rengaine, peut s'accuser de n'être pas à la hauteur, de n'être pas comme il faut, de ne pas répondre aux exigences, y compris, bien sûr, aux exigences sexuelles de son compagnon ou de sa compagne. Bon. Mais en même temps, tout ça est dit avec une lassitude. De sorte que, par exemple, contraindre un sujet alcoolisé à une... Comme je l'entends parfois, c'est une maladresse totale. Je ne vous écouterai que lorsque vous arrêterez de boire. Bon, c'est vrai, quand ils arrivent, ils ont vraiment picolé, ça pue un peu. Bon, c'est vrai. Mais je ne vous écouterai que lorsque vous arrêterez de boire. Contraindre à une désintoxication massive qui peut s'expliquer médicalement ne s'accompagne pas d'un mieux-être psychique. Alors qu'on pensait, le voilà débarrassé du fardeau de l'alcool. Ça s'accompagne parfois d'une accentuation de la position mélancolique et d'un réveil virulent de l'auto-accusation. L'autre point qui est tout à fait important, c'est le rapport au corps. Parce que ce n'est pas pareil. C'est pour ça que c'était intéressant ce que tu disais du slam, entre autres choses. Tu as parfaitement raison de nous plonger dans l'actuel, même si je vais vous parler de mon camarade Aristote qui date un peu. Il me semble que ce qu'on appelle les polytoxicomanies aujourd'hui sont des polytoxicomanies qui cumulent la possibilité d'agir sur le corps d'autrui avec la possibilité d'ingérer quelque chose dans le corps. C'est-à-dire ce sont des polytoxicomanies qui non seulement ont l'idée d'une maîtrise, non pas de la jouissance d'autrui, parce que ça, c'est pas la peine de cavaler, même le fantasme, on ne l'a pas. Bon, mais qui maîtrisent en quelque sorte la posture d'autrui avec la possibilité de faire entrer quelque chose dans le corps. Et en ce qui concerne l'alcool comme produit, rentre dans le corps, c'est plus qu'un objet partenaire, c'est un produit, c'est un hôte qui vient dans le corps, exactement comme il s'agit d'inhaler, n'est-ce pas, des choses pendant le slam. Bon. En ce qui concerne le produit alcool, alors il y a une topologie particulière du corps qui peut renvoyer aussi à un destin de la mélancolie, tel qu'il a été explicité, mais c'est parfois trop massif, c'est parfois trop clair. En même temps, bon, on ne peut pas faire l'économie de ce modèle, par Cotard, donc dans le délire de négation, qui est le suivant, qui est que l'alcool fixe une zone du corps. Rappelez, la zone orale, bien évidemment. Parce que rappelez-vous ce qu'est le Cotard.
ce fameux délire de négation des organes. Enfin, délire de négation des sens, puis des organes, délire d'énormité, délire d'immortalité. Mais rappelons-nous peut-être l'enseignement le plus contemporain que nous puissions encore retirer de ce qu'ont édifié à Troyes Régis, Cottard et Séglas, sont édifiés en parlant du délire d'énormité. Leur enseignement, qui n'a été au fond retrouvé par les psychanalystes un petit peu grâce à Resnick et beaucoup, vraiment beaucoup, par Marcel Czermak et les camarades de Lally. L'enseignement, c'est le suivant. C'est que nous ne sommes jamais assurés que les trous de notre anatomie correspondent aux trous de la pulsion. Jamais assurés. Jamais assurés de la spécificité du trou oral, du trou anal, du trou nasal, du trou buccal, du trou des oreilles, etc. Jamais. Et qu'au fond, on peut voir des personnes gravement mélancoliques. Ça ne veut pas dire psychose mélancolique. La fragilité que nous entretenons tous avec l'image du corps lorsque le fantasme ne nous soutient pas, c'est clinique. Ça ne veut pas dire qu'on est psychotiques qui vont beaucoup mieux que les névrosés, je vous assure, si on leur fout la paix. Bon, dire si on ne veut pas qu'ils soient comme nous, ils savent très bien que c'est une connerie. Pourquoi ils seraient comme nous? Ils nous supportent. C'est pas une raison pour qu'ils se confondent avec nous quand même. Ils sont des gens de goût. Bon, alors, vous voyez, qu'est-ce qui se passe dans un état de dégradation mélancolique du corps? C'est que s'il n'y a qu'un seul trou dans le corps, dans la bouche, eh bien trou et surface peuvent coïncider. Dès lors, et le corps devenir soit une surface compacte, soit un immense trouage hémorragique. Dès lors, l'absorption d'alcool, qui fait quand même plus d'effet qu'un verre de flotte ou une tasse de thé, l'absorption d'alcool fixe en quelque sorte le trou oral. Mais ce faisant, ce trou oral, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est crédité, bien sûr, comme le point de vérité d'amorce pulsionnelle du corps. Boire, dégueuler, par exemple. Mais ce trou oral est discrédité comme zone d'où pourrait sortir quelque chose de la voix. La voix qui sort dans les grandes alcoolisations, c'est une voix de vocifération, de profération. C'est une voix qui gueule à la cantonade dans les meilleurs des cas. Car la plupart du temps, c'est une voix qui se ronge elle-même dans le morne silence d'un regret d'une scène qu'on a perdue de vue. Donc, ce qui est déqualifié, c'est la capacité qu'a la bouche de faire sortir quoi que ce soit de l'ordre de la demande. Et d'où cet aspect décourageant pour beaucoup d'entre nous qui tentons de faire quelque chose. Moi, je pense qu'un psychanalyste ne peut pas faire grand-chose s'il n'y a pas un soin rationnel, solidaire apporté par un alcoologue. Je crois qu'on ne peut pas tout faire. Bon, mais c'est décourageant parce que cette bouche-là, elle flirte. Elle flirte. On n'est pas complètement naufragé, pardon. Elle flirte avec cette possibilité de devenir une zone de phonation, une zone de parole qui s'adresse à l'autre, et en même temps, ce discours, il y en a un, le discours de l'alcoolique, c'est un discours qui, en quelque sorte, ravale constamment la demande parce que ça soigne sans doute un soubassement mélancolique. Je ne suis pas en train de dire, et je m'en tiendrai là, que sur la clinique, je ferai une petite conclusion, 3 phrases, mais je ne suis pas en train de dire que tous les alcooliques sont mélancoliques, je suis en train de dire que l'absorption conséquente d'alcool éclaire des points de mélancolisation dans la névrose, justement, dans le rapport de la névrose à l'idéal, éclaire des points de mélancolisation dans la perversion. C'est-à-dire que l'alcoolique pervers se situe sans doute au-dessus des lois communes. C'est une banalité de dire ça, c'est une ritournelle de dire ça, mais paradoxalement, se soumet à une loi, peut-être celle de l'autodestruction, qui n'exerce pas sur lui, qui exerce sur lui un pouvoir de prestance, un pouvoir d'emprise, mais qui n'exerce pas sur lui le pouvoir de séduction ou l'appareil chamarré de la séduction que pourrait représenter pour le pervers, par exemple,
le fait de se mettre au service d'un dieu obscur, d'un grand paranoïaque, d'un maître du monde. En quelque sorte, si le dieu du pervers est à voir avec l'alcool, il y a vraiment pour le pervers de quoi déprimer, car ce dieu-là n'est pas suffisamment chamarré pour que le pervers puisse continuer dans la routine luxuriante souvent, débile parfois, de ses mornes habitudes. Et en ce qui concerne la psychose, eh bien oui, c'est là sans doute où l'alcool est un anxiolytique de choix. Bon, il y a beaucoup de psychotiques qui vont bien, il leur suffit 1, 2, 3 verres de vodka ou de whisky, ça dépend un peu des continents, mais il y a évidemment beaucoup de psychotiques qui utilisent l'alcool non seulement pour faire taire leur angoisse, mais pour faire taire les voix. Ce qui veut dire que si, évidemment, d'un point de vue somatique, et ça c'est très important, il est engagé des processus de désintoxication, d'un point de vue clinique, le repérage des structures semble encore s'imposer pour savoir à quel tel tableau psychopathologique et quels accidents de transfert peuvent survenir lorsque ce médicament funeste qu'est l'alcool est abandonné et lorsque la jouissance toxique cède la place à la découverte du simple malheur d'exister. Voilà, merci. Merci. Désolé pour cette confusion introductive. On va laisser les questions à la fin, après avoir écouté l'ensemble des intervenants. Mais peut-être pourriez-vous, pour nos jeunes étudiants, introduire un peu une distinction entre ce que vous appelez mélancolie par rapport à l'alcool et impact du produit alcool sur la mélancolie et la dépression. Oui, oui, bien sûr. Bon, alors, vous voyez, l'impact du produit alcool est très simple, on le connaît. Enfin, peut-être des alcoologues qui font des recherches là actuellement diraient, bon, c'est un peu passé ce que je raconte, mais pour ce que j'ai pu en lire, etc., c'est une façon de jouissance toxique, mais moi je me méfie des mots comme ça un peu clinquants. Disons qu'il y a une espèce de jouissance toxique. Ça veut dire quoi? Ça peut très bien vouloir dire faire jouir le toxique. Très bien vouloir dire faire jouir le toxique, d'avoir ce tel pouvoir sur moi, conférer au toxique un pouvoir de vie ou de mort. Quand on parle de jouissance toxique, c'est pas limité au fait que le sujet éprouve une jouissance toxique. Il faut entendre ça comme la jouissance du toxique. Bon. Alors, cette jouissance du toxique, cette jouissance toxique qui peut éventuellement, et qui est très souvent une jouissance de toxique, a comme effet de sidérer quelque chose de l'angoisse. Bon. Mais il y a néanmoins, ça ne marche pas très bien. Vous savez bien que tous les grands buveurs ne sont pas des bons vivants, tranquilles comme ça. Ce n'est pas le grand buveur freudien dont Freud rêvait. C'est pas vrai, ça. C'est sympathique ce que dit Freud. Il n'a pas stigmatisé les gens, Freud. Bon, c'est sympathique. Mais les grands buveurs, si ça cède leur intoxication, on voit très souvent des réactions mélancoliformes qui apparaissent, c'est ça que je voulais dire, sur les grandes traversées qu'on connaît, mais qui à chaque fois s'articulent singulièrement de la névrose, de la psychose, de la perversion. Ok, merci. Je passe la parole à mon voisin de gauche, je ne risque pas de me tromper parce que je lis un peu votre présentation. Serge Tisseron est psychiatre, docteur en psychologie, chercheur associé HDR. Et pour l'ensemble de votre œuvre, je renvoie à votre site, sergetisseron.com. Et je vois que vous êtes prudent dans l'intitulé de votre intervention, pratique excessive des jeux. Vous n'en faites pas une addiction. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui, effectivement. Pardon ? C'est dommage que tu ne sois pas là ce matin. Oui. Parce que Philippe Jamet a fait une belle introduction sur le lien et il a parlé des robots. Donc je voulais signaler en même temps ton dernier livre qui est paru sur le jour où les robots m'aimeront. Et il a parlé de ça. Je n'ai pas voulu le dire ce matin, je ne suis pas intervenu. J'attendais que tu viennes, je pensais à toi. Et il disait que la différence qu'il pouvait y avoir justement avec un objet qui ne devient qu'un robot. Voilà, je te laisse. Merci.
Merci Eric. Alors, on évoquait tout à l'heure, si j'ai bien compris, comment réussir sa masturbation. On va voir un sujet tout aussi passionnant, comment réussir son Facebook, comment réussir son jeu vidéo. Alors, vous allez voir que c'est un peu pareil et que, en fait, la rêverie de l'opérateur joue un rôle extrêmement important dans la réussite ou l'échec d'un certain nombre d'activités numériques, comme on l'évoquait tout à l'heure dans l'activité masturbatoire. Ceci dit, ça n'a rien à voir à part ça avec une activité masturbatoire, si ce n'est comme on va voir l'importance qui prend ou n'y prend pas la rêverie. Alors je vais me centrer en fait, s'il est apparu très bien, sur les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous parler des activités facilitées par Internet. Alors c'est vrai que dès qu'on parle du cybersexe, évidemment, avec Internet, ça devient plus facile. Le pauvre Don Juan qui va et vient entre, vous savez, dans la pièce de Molière, il va et vient entre deux paysannes. Bon, aujourd'hui, avec Internet, on peut aller et venir entre une cinquantaine de partenaires pratiquement simultanément. Donc je ne vais pas vous parler des formes traditionnelles d'addiction aidées par les technologies numériques, mais de ce que nous ne pouvions pas faire ou de ce à quoi nous ne pouvions pas nous addicter avant les technologies numériques, à savoir les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Alors comme je suis psychiatre, comme ça vous a été rappelé, je ne vais pas tellement m'étendre sur la théorie, parler plutôt de l'aspect pratique. Et puis je vais donc utiliser un PowerPoint que vous allez voir qui est beaucoup trop long pour les 20 minutes qui me sont accordées. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles je passerai, mais tous mes PowerPoints étant en accès libre, vous pourrez le récupérer. Et dernière précision, donc c'est un PowerPoint, c'est pas écrit dessous, mais qui date de 2014. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'a dit Eric, très gentiment, depuis 2 ans, je me préoccupe beaucoup des robots et je pense que ce qu'on appelle aujourd'hui la cyberdépendance est peu de choses par rapport à ce qu'on appellera demain la robodépendance. Donc vous voyez, le thème du robot a également une continuité avec le thème de la rencontre d'aujourd'hui. Alors comme je ne suis peut-être pas très au fait des dernières publications scientifiques depuis une année, comme Michel Reynaud est là, je pense qu'il aura à cœur de compléter éventuellement des choses s'il y a besoin. Voilà. Alors, la première chose sur laquelle j'avais envie de dire un mot, c'est justement les mots. Voilà. Alors, les mots, des mots MAUX, des mots MOTS. Alors, tout d'abord, dès qu'on parle de jeux vidéo en ligne, il faut bien savoir si on parle des jeux d'argent ou des jeux vidéo. Alors, la distinction, hélas, est en train de s'effacer, puisque, comme vous savez peut-être, il y a une forte pression de fabricants de jeux vidéo pour introduire des liens d'argent dans les jeux vidéo. Mais encore actuellement, on peut quand même, la distinction entre jeux d'argent et jeux vidéo tient encore. Et donc, comme on va le voir, ils relèvent en fait de logiques différentes, même s'ils ont un point commun, c'est la question de la prévention. Alors vous savez que dans toute cette question des jeux vidéo, du sexe, du sport, de l'alimentation, on est dans ce que Aviel Goodman a proposé dans les années 90 d'appeler les addictions sans substance. Et vous savez qu'il avait défini 4 addictions sans substance, justement, le sexe, l'alimentation, le sport et les jeux d'argent. La seule qui a été retenue par la communauté internationale, ce sont les jeux d'argent. Les jeux vidéo sont apparus après, donc c'est pour ça qu'il ne l'avait pas évoqué. Et quand c'est apparu, des gens ont dit, oui, les jeux vidéo relèvent aussi de cette catégorie d'Aviel Goodman. En fait, le problème, alors c'est les Canadiens qui m'ont aidé à éclaircir un peu ça. Si j'ai bien compris ce que m'ont dit les Canadiens, les chercheurs canadiens, c'est qu'Aviel Goodman lui-même aurait évolué dans la définition qu'il donnait des addictions sans substance, d'abord en parlant d'association entre perte du contrôle des impulsions et compulsion, et puis ensuite il aurait dit que soit la perte du contrôle des impulsions suffisait à définir l'addiction sans substance, soit même la compulsion, c'est-à-dire la recherche du soulagement, aurait suffi. Ce qui veut dire que quand quelqu'un parle d'addiction sans substance, il vaut mieux, si j'ai bien compris, lui demander s'il fait référence à l'Aviel Goodman première manière ou à l'Aviel Goodman deuxième manière, voilà, parce que c'est pas tout à fait la même définition. Alors les mots également, vous savez qu'on vit dans un franglais, ou plutôt un anglais francisé considérable. Des tas de mots passent de l'anglais porteur d'énormément de quiproquos. Resiliency, resilience, traduit par résilience, en sont un bel exemple. Mais vous avez aussi ici le problème de addiction, dependency et dependence.
Et on traduit en général addiction par addiction et dependence et dependency par dépendance. Or, ce n'est pas du tout pareil. Hein, voilà. Donc, il faudrait toujours lire les articles en anglo-saxon, hein, en américain, parce que sinon, les traducteurs risquent d'introduire des quiproquos, puisque si on veut être rigoureux, si j'ai bien compris, addiction, ça serait toxicomanie, dependency, ça serait addiction, et dependence, ça serait dépendance. Voilà, donc méfiez-vous des articles français traduits de l'américain, essayez de... Donc maintenant, il y a des gens qui mettent entre parenthèses quand même le mot américain, c'est bien, mais quand ils ne le font pas, essayez de vous reporter à l'original. Avec les traducteurs simultanés, on arrive toujours à avoir l'article anglais et la traduction pour CD, on peut revenir à l'article anglais. Voilà, alors voyons maintenant... un peu quelles sont les grandes distinctions qu'il faut établir. Alors il y a une première grande distinction, c'est le problème d'assimiler une addiction, ce qu'on appelle une addiction sans substance et une addiction avec substance, et notamment dans le cas des jeux vidéo, il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui s'appelle Mark Griffiths, et qui est multimédaillé, hein, vous tapez son nom sur Internet, c'est impressionnant, hein, il a un nombre d'awards qui tient une page entière de Wikipédia. Et donc, Mark Griffiths, qui a commencé à travailler sur l'addiction à l'héroïne, à la cocaïne, à l'alcool, au cannabis, a ensuite travaillé sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo, et il insiste beaucoup sur le fait qu'il y a quand même deux grandes différences. C'est que tout d'abord, il n'y a pas de syndrome de sevrage physiologique quand on prive un joueur de jeux vidéo ou un gros utilisateur de Facebook de la possibilité de s'adonner à son activité. Alors, il y a du mécontentement, hein, voilà, il y a du mécontentement, on n'est jamais content. Hein, si un jour on vous prive de votre sèche-cheveux, eh ben, vous risquez de ne pas être content du tout. Hein. Qui m'a pris mon sèche-cheveux? Pourquoi vous me l'avez pris? Voilà, vous risquez de crier très fort, mais ce n'est pas un syndrome de sevrage. Voilà. Et puis, il n'y a pas de rechute, c'est-à-dire que, et ça toutes les études le confirment, il est courant qu'un gros joueur de jeux vidéo cesse de jouer du jour au lendemain, et une semaine voilà, sur l'autre, et qu'il devienne un joueur modéré. Ce n'est pas du tout comme un alcoolique qui, une fois sevré, doit se tenir écarté de l'alcool, ou un fumeur qui, après avoir arrêté de fumer, doit éviter de tirer ne serait-ce qu'une seule bouffée de tabac. Voilà. Donc les gros joueurs deviennent en général des joueurs modérés. Quand ils rentrent dans une vie professionnelle, une vie familiale, ils jouent avec leurs enfants, ils jouent un peu avec des copains le samedi soir, le dimanche, mais en tout cas rien de comparable avec le risque, avec la nécessité d'un arrêt total et d'un risque de rechute, puisque, on a dû vous le dire, hein, les fumeurs, je crois, rechutent en moyenne 7 ou 8 fois avant d'arriver à s'arrêter complètement. Voilà, donc deux différences importantes. Alors, il y a également des désaccords autour de la biochimie de tout ça. Il y a une théorie dont vous avez sans doute entendu parler ce matin. Alors, c'est le plaisir pris, hein, c'est la théorie de la dopamine. Voilà, vous savez, c'est l'expérience du petit rat auquel on met une électrode dans une région du cerveau, puis ça lui fait tellement plaisir d'appuyer sur un levier pour provoquer des décharges de dopamine qu'il pense à plus rien d'autre. Mais en fait, il y a une autre théorie aujourd'hui qui est proposée. Alors bon, je ne tranche pas, hein, les deux ne sont pas forcément contradictoires d'ailleurs, pas forcément exclusives l'une de l'autre. La théorie de Jean-Paul Tassin, hein, qui insiste sur l'existence d'une sorte de balance physiologique, noradrénaline, sérotonine, et le risque que cette balance soit détraquée par la consommation de substances toxiques, et à commencer par le tabac. Ce qui expliquerait d'ailleurs que très souvent, les joueurs de jeux d'argent pathologiques ou les joueurs de jeux vidéo pathologiques sont par ailleurs des fumeurs, des buveurs, des consommateurs de produits toxiques. Donc on ne peut pas savoir s'ils ont développé des pratiques pathologiques de jeux d'argent, de jeux vidéo, à cause des jeux d'argent et des jeux vidéo, par une logique d'engrenage fatal de cette activité, ou s'ils l'ont développé des pratiques pathologiques de jeux vidéo ou de jeux d'argent parce que leur balance dopamine, noradrénaline aurait été détraquée sérotonine, noradrénaline aurait été détraquée par la consommation de substances toxiques, à commencer par le tabac. Il semblerait que les fumeurs de tabac ont toutes les peines du monde à contrôler leurs impulsions dans tous les domaines, et pas seulement dans le domaine de la consommation de tabac. Voilà, donc troisième problème qui a été argumenté en 2012 par l'Académie de médecine, en 2013 par l'Académie des sciences. C'est très important de faire une distinction entre les pratiques pathologiques dans l'enfance et l'adolescence, jeux vidéo, réseaux sociaux, technologies numériques, et les pratiques pathologiques à l'âge adulte. Aucune étude ne montre à ce jour de continuité
entre les unes et les autres. On sait qu'un buveur dans l'adolescence a plus de chances de devenir un buveur à l'âge adulte, un fumeur à l'adolescence a beaucoup plus de risques de devenir un fumeur à l'âge adulte. Aucune étude ne montre qu'un joueur invétéré de jeux vidéo à l'adolescence a plus de risques de devenir un joueur pathologique à l'âge adulte. Et le fait qu'il n'y ait pas cette continuité incite à écarter, dans l'avis de l'Académie de médecine en 2012 et l'avis de l'Académie des sciences en 2013, cette absence de continuité invite à écarter le mot d'addiction, dans la mesure en plus où, comme vous savez, toutes les études en neurosciences montrent que le contrôle des impulsions s'installe très tard chez le jeune adulte. On parle même d'une installation de contrôle des impulsions obtenue seulement à l'âge de 25 ans. Et donc, du coup, si le mot d'addiction dans la définition d'Aviel Goodman, définit la perte du contrôle des impulsions, on peut difficilement utiliser le même mot pour désigner la perte d'une fonction qui s'est installée et le fait qu'une fonction ne se soit pas encore installée. Voilà. On ne peut pas dire d'un enfant qui ne marche pas encore qu'il a une paralysie des jambes. Il faut attendre qu'il marche, puis s'il s'arrête de marcher, on se demande pourquoi. Voilà. Donc il ne faut pas attendre d'un ado qui n'a pas encore acquis le contrôle des impulsions qu'il manifeste un contrôle des impulsions, avec le risque que s'il ne le manifeste pas, on dise de lui qu'il a une addiction, il n'a pas encore acquis le contrôle des impulsions. Ce qui expliquerait d'ailleurs que la plupart des ados gros consommateurs d'Internet, de jeux vidéo, deviennent des adultes joueurs modérés, ou pas joueurs du tout si leur emploi du temps ne leur permet pas, parce que justement, ils ont acquis le contrôle des impulsions. Alors, si on renonce à parler d'addiction autour des technologies numériques, jeux vidéo et réseaux sociaux, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de pathologie, voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de conduite problématique, donc problème de santé publique, on en parle beaucoup. Alors, problèmes de sommeil, de comportement alimentaire, d'absentéisme, échec social, retrait social, etc. Et alors, qu'est-ce qui peut nous guider là-dedans ? Eh bien, ce qui va nous guider là-dedans, c'est le fait de penser, on l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure, penser le jeu comme plaisir ou le jeu comme refuge. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas juger des pratiques pathologiques uniquement à la montre, du genre, comme pour l'alcool, un verre ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. Alors on pourrait dire 1 heure de jeux vidéo par jour ça va, 3 heures de jeux vidéo par jour, bonjour les dégâts. On peut jouer 1 heure de jeux vidéo par jour de manière compulsive, répétitive, stéréotypée, en dehors de toute relation sociale, et on peut passer 3 heures de jeux vidéo créatifs, récréatifs et créatifs, en rencontrant différents interlocuteurs et éventuellement en trouvant même des moments pour parler de sa vie intime à ses interlocuteurs à l'intérieur d'espaces de jeu ou qui sont toujours ménagés, où les joueurs peuvent échanger entre eux sur d'autres choses que sur leur jeu. Voilà, donc distinguer le jeu excessif non pathologique qui enrichit la vie, qui est de l'ordre de la passion, et le jeu excessif pathologique qui appauvrit la vie. Et comment faire la distinction ? Sur le plan existentiel, c'est quand on ne joue plus pour trouver du plaisir, mais pour fuir un déplaisir. Donc évidemment, si vous recevez des joueurs de jeux vidéo pathologiques ou des gros consommateurs de réseaux sociaux, toujours se questionner sur la motivation, l'affirmation de soi, l'affiliation sociale, la fuite. Et ce qui est le plus problématique, évidemment, c'est la fuite. C'est vouloir fuir une réalité extérieure vécue comme persécutrice. Alors ça peut être le divorce des parents annoncé à l'adolescent ou à l'enfant, ça peut être le harcèlement, complété ou non de cyberharcèlement. Il y a 10 ans, on pensait que les enfants déscolarisés qui passaient beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo avaient fini par se déscolariser parce qu'ils préféraient jouer aux jeux vidéo plutôt qu'aller à l'école. Aujourd'hui, le raisonnement est complètement inversé parce qu'on s'est aperçu, depuis qu'on prend en compte le harcèlement, que la grande majorité de ces jeunes-là, déscolarisés gros joueurs de jeux vidéo, ont commencé par se déscolariser sous l'effet du harcèlement et ont commencé à jouer aux jeux vidéo parce qu'il fallait bien qu'ils s'occupent à quelque chose chez eux toute la journée. Donc vous voyez, bien prendre en compte la question de la réalité extérieure, encore une fois le divorce des parents, le harcèlement qui sont les causes principales, mais aussi déception amoureuse, et pour les adultes, harcèlement professionnel ou perte d'emploi, et il n'est pas rare qu'un joueur modéré devienne un joueur pathologique après une perte d'emploi. Et après une période de deuil, éventuellement de quelques mois, s'écarte de son jeu vidéo pour renouer une vie sociale. Alors un trouble mental débutant, on l'a beaucoup dit, voilà, il faut toujours penser à l'existence d'une phobie sociale grave, d'un trouble psychotique au début, voilà, tous les troubles mentaux débutants, qui vont provoquer une fuite du symptôme, plutôt que de penser aux symptômes qui angoissent le jeune
s'immergent dans les jeux vidéo, ou bien fuir l'angoisse de la crise d'adolescence, qui est quand même le plus fréquent. Il ne faut quand même pas oublier que si dans notre génération, enfin bon, dans ma génération, dans la vôtre, il ne faut quand même pas oublier que c'est de plus en plus difficile de franchir la crise d'adolescence parce que l'avenir est de plus en plus sombre, hein, voilà, pour beaucoup de raisons. Et à toutes les raisons de s'inquiéter qu'il y avait déjà, maintenant on commence à nous parler des robots qui vont prendre nos emplois, qui vont nous tuer sans forcément bien nous identifier, voilà, donc robots mainteneurs de l'ordre, voilà. Donc tout ça est très inquiétant, l'arrivée des migrants, la crise économique, etc. Donc l'angoisse de la crise adolescente, plus forte que jamais, qui peut provoquer un refus d'obstacles, hein, et le désir de ne pas penser à ce que va être l'entrée dans l'âge adulte et donc de jouer vos jeux vidéo pendant une année, une ou deux, éventuellement les perdre, voilà. Mais cette attitude de fuite a toujours existé dans ma génération, c'était sur le flipper du quartier, voilà, qu'on pouvait perdre son année de la même manière, mais c'était moins courant et l'angoisse de passer de rentrer dans l'âge adulte était moins vive. Voilà, la fuite, donc ça, c'est des choses que je vous ai évoquées. Et dans tous les cas, ce qui va être important, c'est que le joueur de jeux vidéo va pouvoir maintenir une activité fantasmatique centrée sur l'omnipotence des choses. Hein, que ce soit sur Facebook, que ce soit dans les jeux vidéo, vous avez le fantasme que des choses merveilleuses peuvent être accomplies. C'est toujours dans un état dissocié, hein, bien évidemment, et c'est dans un état dans lequel, évidemment, on va pouvoir fuir mieux que de toute autre manière la pensée d'une situation désagréable à laquelle on pense ne pas pouvoir encore se confronter. Alors, dernière petite chose, je vais vous dire, qu'est-ce qu'on repère donc, dans le jeu vidéo pathologique ou le Facebook pathologique? Quand le jeu vidéo normal devient pathologique ou quand le Facebook normal devient pathologique. Quand le jeu vidéo devient pathologique, on va avoir deux types d'interactions. Dans le jeu non pathologique, on a deux types d'interactions qui existent, qu'on peut appeler des interactions sensorimotrices et des interactions narratives. Les interactions sensorimotrices, hein, pour tous ceux d'entre vous qui ont touché un jeu vidéo, elles sont évidentes. Hein, voilà, c'est modèle flipper, modèle baby-foot. C'est le modèle stimulus-réponse. Hein, voilà, je vois un objet arriver, soit je le capture, soit je le désintègre, voilà, ou je fuis, attaque-fuite, hein, voilà, et montée d'adrénaline, voilà. Mais il faut bien comprendre que la plupart des jeux ne fonctionnent pas comme ça, même si dans tous les jeux, il y a des moments comme ça. Et vous avez aussi des interactions narratives. C'est l'histoire qu'on se raconte en jouant. Alors, il y a un jeu qui était célèbre il y a 10 ans, c'était Resident Evil, et c'était un jeu où il y avait des interactions sensorimotrices et des interactions narratives. Il a eu un succès phénoménal, et les constructeurs se sont dit, il a beaucoup de succès parce qu'il permet aux joueurs de faire monter leur adrénaline, donc on va faire un Resident Evil 2, encore plus violent, encore plus sensorimoteur, et ça a été un flop. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'en fait, il fallait aussi une bonne narration, un bon gameplay, voilà, des émotions complexes suscitées chez le joueur pour qu'un grand nombre de joueurs soient intéressés par le jeu. Il y a toujours des joueurs extrêmes qui ne cherchent que l'adrénaline, mais globalement, ce n'est pas le cas. Alors dans le jeu non pathologique, les deux sont alternés. Dans le jeu pathologique, vous ne cherchez plus que l'adrénaline, les interactions sensorimotrices, et même si tous les jeux sont conçus maintenant avec un gameplay qui associe les deux, il est toujours possible à un joueur de zapper les moments qui pourraient le renvoyer à des rêveries, voilà, à des émotions complexes. Le joueur zappe et s'enferme dans le sensorimoteur. C'est pour ça que c'est bien de connaître un peu les jeux. Si vous recevez un joueur pathologique, vous lui demandez à quel jeu il joue, comment il joue, et quand il vous décrira comment il joue, vous verrez s'il joue sur un mode sensorimoteur exclusif ou en prenant en compte l'autonarration à laquelle tout jeu vidéo engage. Donc ça, on retrouve une distinction, hein, vous voyez, dans un peu de psychanalyse, donc dans le fait de fuir dans la rêvasserie un traumatisme dans le fait de fuir dans le jeu sensorimoteur un traumatisme qu'on ne peut pas affronter, on rejoint totalement ce que Winnicott a appelé, ce que Pontalis a traduit de chez Winnicott par le mot rêvasserie. Hein, Winnicott parlait de phantasmatization, et Pontalis, son traducteur, l'a traduit par rêvasserie, parce que Pontalis voulait garder le mot fantasme pour autre chose, donc il a traduit phantasmatization de Winnicott par rêvasserie. Et Winnicott raconte le cas d'une patiente qui avait une compulsion à fantasmer des choses complètement dissociées de sa vie. Voilà, elle rêvait qu'elle était la reine d'Angleterre, enfin, elle rêverait éveillée qu'elle était la reine d'Angleterre, qu'elle sauvait des résistants pendant la guerre, qu'elle les faisait échapper aux nazis, et elle passait beaucoup de temps à faire des réussites aux cartes, voilà, dans une activité mentale complètement dissociée. Et donc, c'est ce que Winnicott appelle phantasmatization.
Moi, je l'appelle, donc Pontalis l'appelle rêvasserie, je trouve que le mot est bon, et c'est exactement ce qu'on trouve dans l'état mental dissocié du joueur de jeux vidéo pathologique. Alors, quelques mots sur Facebook. Voilà. Alors, sur Facebook, je trouvais 2 belles études. Alors, usage normal, usage pathologique de Facebook, ça, vous voyez, c'est carré. Alors, donc, usage normal, dans 80% de notre activité sur Facebook consiste à parler de soi. Alors, si vous parlez de vous sur Facebook, vous inquiétez pas, c'est normal, voilà. J'appelle ça self-disclosure, moi j'appelle ça le désir d'extimité, donc on parle de soi, on valorise des zones de soi qu'on n'avait pas forcément rendues publiques. L'usage pathologique à quel moment ? Au moment où vous allez cesser de parler de vous pour le plaisir de vous raconter, comme on peut le faire avec des amis un soir, voilà, autour d'une table, autour d'un café, d'un verre de vin, mais à partir du moment où vous allez chercher à vous montrer à vous-même et à montrer aux autres que vous êtes plus important que les autres. C'est au moment où vous allez vouloir montrer que vous êtes plus important que les autres, c'est au moment où vous allez chercher à cumuler les likes, à compter les likes de vos voisins et concurrents pour voir si on est plus qu'eux. C'est à ce moment-là que vous rentrez dans un usage pathologique de Facebook. Donc vous voyez, là aussi, on peut dire que la distinction normale pathologique n'est pas dans le temps passé, c'est dans le type d'activité qui est menée. Alors la conduite à tenir, donc je vais arrêter là, mais simplement sachez que l'entretien familial puis individuel sont très importants parce que l'usager ne dit pas forcément les mêmes choses seul avec son thérapeute ou avec sa famille. Et puis sachez aussi que l'entretien familial est très important parce que souvent le jeune n'a pas présent à l'esprit le traumatisme qui a pu l'affecter, par exemple la mort d'une grand-mère qu'il a de la peine à mettre en relation avec sa fuite dans le jeu vidéo, mais en parlant avec les parents, on peut comme ça repérer un certain nombre d'événements, notamment un événement majeur, grave aujourd'hui, dont on sous-estime l'importance, tous les cadres qui sont constamment déplacés de ville par leur patron, et vous avez des jeunes qui ont un réseau de copains, et puis qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, au mois d'octobre, on leur dit « Tu sais, ton papa est nommé à partir du 15 décembre, on était à Marseille, on va partir à Rennes ». Et le 15 décembre, toute la famille part à Rennes, et ce gamin qui avait tous ses copains depuis 2 ans à Marseille, il va à Rennes le 15 décembre, il ne connaît personne. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va dans les jeux vidéo pour retrouver ses copains de Marseille. Et il a tellement bonne relation avec ses copains de Marseille qu'il ne songe pas à en avoir de nouveau à Rennes, et il développe quelque chose que certains sont tentés d'appeler une pratique pathologique, alors qu'on voit qu'en fait, elle n'est pathologique que si on ne comprend pas pourquoi elle s'installe. Elle est en fait relativement bien adaptée à la catastrophe que représente le déplacement continuel des cadres et de leurs familles dans le système économique actuel. Donc la psychothérapie individuelle, évidemment, psychothérapie de groupe, voilà. Et donc encore un petit mot sur le fait qu'en psychothérapie individuelle ou de groupe, on va faire en sorte que le joueur sorte de la posture pathologique que je vous disais, qui est compulsive, répétitive, sans activité mentale, dans un état mental dissocié, pour reprendre les mots de Winnicott autour de la phantasmatisation, et on va essayer de faire en sorte que le joueur ou les joueurs retrouvent une activité mentale, donc soit tout seul, le joueur avec le thérapeute va parler de son jeu. Alors, il y a des thérapeutes qui utilisent le jeu en séance, moi jamais, voilà, je demande aux joueurs de parler de leur jeu, ça suffit. Déjà, ils sont bien contents parce qu'ils n'en ont pas beaucoup l'occasion, donc déjà, c'est pas la peine d'introduire le jeu, on parle avec le joueur de son jeu, le jeu est entre nous parce que nous en parlons, voilà. Et puis en groupe, ça va être évidemment l'occasion de jouer ensemble et de parler du jeu auquel on joue, donc de réintroduire, vous voyez, toute une socialisation et toute une construction personnelle, toute une construction narrative et fantasmatique personnelle. Voilà, donc la prévention est également très importante, donc je ne peux pas m'empêcher d'évoquer la campagne des balises 36912, donc voilà, que j'ai mise en place pour que les jeunes enfants ne soient pas confrontés trop tôt aux écrans, parce qu'évidemment, plus un enfant met en place une activité fantasmatique dissociée en regardant la télévision à 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, plus il met en place une activité fantasmatique dissociée en utilisant une tablette tactile de manière répétitive et compulsive, et plus il court le risque, évidemment, de renouer avec cette pratique mentale problématique s'il se heurte à l'adolescence et une difficulté qu'il n'arrive pas à résoudre. Voilà, merci de votre attention. Merci de cette présentation. J'avais raison de dire qu'il y avait une précaution au titre, mais là j'ai vu que la précision avec laquelle vous avez choisi les mots qui ont un sens, effectivement, il ne faut pas les galvauder. Mais effectivement, il faut faire attention parce qu'on a
Michel, tout à l'heure, tu avais parlé du lien d'attachement. Là aussi, on retrouve la notion de lien, certes virtuel, mais il y a toujours une recherche de lien. Et en cela, ce n'est pas forcément pathologique. À travers les mondes numériques. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, on parle de monde numérique plus que de monde virtuel parce que on s'aperçoit que le virtuel, ce qu'on appelait traditionnellement le virtuel, peut être l'occasion, enfin que les mondes numériques peuvent être l'occasion de créer des liens tout aussi authentiques que le contact physique de proximité. Mais ça ne veut pas dire que ça soit plus compliqué. En fait, on peut établir des liens. On peut évoluer dans la vie physique en ayant des pseudo-liens, voilà, les personnalités ASIF, tout ça, je vous renvoie à l'histoire de la psychanalyse, et on peut aussi avoir des liens dans le numérique authentique, mais c'est vrai que le numérique, sans créer forcément une déréalisation, contient un risque de déréalisation plus grand. En d'autres termes, il est plus difficile d'établir des liens authentiques à travers le numérique qu'à travers les rencontres physiques de proximité. Mais c'est possible, et à travers les jeux vidéo notamment. Ou Facebook moins, enfin, à travers les jeux vidéo. Pensez-vous que le jour où mon robot m'aimera, on deviendra addict sexuel? Que Le jour où mon robot m'aimera, il sera addict sexuel. Oui, alors mon robot ne m'aimera jamais, hein, voilà, ça sera la grande illusion qu'on nous vendra, c'est qu'on ne nous dira pas votre robot, le robot que vous achetez va vous aimer, non, mais on nous dira le robot que vous achetez, on nous laissera croire qu'il a de vraies émotions, ça a déjà commencé, hein, puisque le patron de SoftBank qui a présenté le robot Pepper à la presse. Il faut savoir que le patron de SoftBank compte vendre un robot Pepper par famille japonaise dans les 5 ans qui viennent. Donc il a présenté ce robot Pepper en disant pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous vous présentons un robot qui a du cœur. Autrement dit, qui a des émotions. Ça sera des émotions simulées, mais elles nous seront présentées avec l'ambiguïté d'être authentique, et très vite, nous croirons que ce robot nous comprend vraiment, participe à notre colère ou à notre tristesse, parce qu'il a des mimiques par lesquelles il semble nous comprendre, et très vite, on sera invité à penser qu'on peut être aimé par lui. Alors les robots sexuels se développeront inévitablement, et la preuve qu'ils se développeront, c'est qu'il y a déjà des ligues constituées d'associations familiales, d'universitaires, qui demandent leur interdiction. Quand on demande l'interdiction de quelque chose qui n'existe pas encore, c'est que quand même on craint un très très fort désir pour que ça existe. Déjà le partenaire virtuel, le cyberpartenaire, ça Oui. existe déjà l'appareillage qui simule la sensorialité érotique et le coït. Oui, alors il faut attendre des progrès considérables dans les années qui viennent, parce qu'on vous parle beaucoup de l'or gris, mais en fait c'est pour ne pas vous parler de l'or rose. On vous parle beaucoup de l'or gris qui est la robotique appliquée aux personnes âgées, mais c'est pour ne pas parler de l'or rose qui sera la robotique appliquée à la solitude, à l'extrême solitude d'un grand nombre de gens. Il y a plus de 19 millions, j'ai entendu 22 millions d'abord et 19 millions ensuite de personnes seules en France. Donc c'est un marché absolument considérable. Et donc le premier robot sexuel sera mis aux États-Unis en vente dans une année au prix de 4 000 €. Et c'est pour ça que déjà il y a beaucoup de mobilisation aux États-Unis pour demander son interdiction, avec l'idée suivante, c'est comme ces robots seront essentiellement des robots représentant des enfants et des femmes, ça risquerait, d'après leurs détracteurs, d'accroître une attitude méprisante et instrumentale par rapport aux enfants et aux femmes réelles. L'utilisateur de ces robots, continuant en quelque sorte dans la vraie vie à avoir avec les créatures d'apparence infantile et féminine la même attitude qu'avec son robot. Mais enfin, on est en plein dans les hypothèses, mais vous voyez, il y a une forte mobilisation déjà autour de ces questions. Aussi importante qu'autour des robots militaires, hein, même si on en parle moins. Oui. Merci beaucoup. La mort et la jouissance, comme tu disais tout à l'heure, sont les deux grands thèmes qui vont mobiliser les prochains débats autour des robots. Merci. Notre dernier intervenant est Mario Blaise, qui est psychiatre, chef de pôle addictologique à l'hôpital Marmottan, qui a remplacé il n'y a pas si longtemps, succédé à M. Marc Valeur à l'hôpital Marmottan. Merci. Alors, j'ai la difficile tâche d'être le dernier intervenant et je crois qu'on est déjà un petit peu en retard, alors je vais essayer de ne pas faire trop long. Le sujet qu'on s'était dit que j'allais traiter, c'était
le crack. Quand Éric Toubiana, là, tu m'as demandé il y a quelques mois quelle était l'actualité pour moi, enfin pour nous à Marmottan, première idée qui m'est venue, c'était le crack, parce qu'il y avait beaucoup de crackers qui étaient hospitalisés à ce moment-là. Il y avait au moins 5 ou 6 crackers sur 12 lits. En général, il y en a toujours un ou deux, mais là, il y avait une actualité qui faisait que depuis quelque temps, et c'est vrai dans de nombreux XAPA et structures en addictologie, il y a plus de crackers ces derniers temps. Et donc, je trouvais ça important de ne pas simplement parler de sujets qui sont des sujets émergents, parce qu'on parle beaucoup, on aurait pu parler du slam et des nouvelles drogues de synthèse, effectivement. Donc le slam, c'est la pratique d'injection de dérivés essentiellement de catinone qui se font chez un public, en ce moment un public homosexuel, dans des situations de parties sexuelles. Voilà. Donc il y a tout un engouement autour de ces nouvelles pratiques en ce moment, mais je trouve que c'est pas forcément, enfin on en parle beaucoup, et que parler pas simplement de pratiques émergentes, mais aussi de pratiques récurrentes, c'est quelque chose d'assez important. Parce que le crack s'est apparu en France, en tout cas dans les années 90. On a beaucoup parlé fin des années 90, années 2000. Et puis c'est comme si ça avait été un peu oublié, alors que, comme je vous disais, ça nous occupe beaucoup, et il y a aussi un élargissement à une population qui n'est pas forcément la population cible qui était celle du début des années 2000. Donc, c'est quoi le crack ? Juste un petit bref rappel. Donc, le crack, c'est de la cocaïne préparée pour être fumable. Donc c'est la cocaïne qui est basée, donc c'est le chlorhydrate de cocaïne, la poudre, qui est préparée avec du bicarbonate ou de l'ammoniac. Donc ça permet une cristallisation de la poudre en petits cailloux, et ces petits cailloux vont pouvoir être fumés ou injectés la plupart du temps, donc les crackers fument. Et entre ce qu'on appelle le freebase ou le crack, il n'y a pas de différence pharmacologique. Par contre, le crack, en général, il est préparé en amont, c'est-à-dire que c'est les vendeurs qui ont déjà préparé les cailloux et les galettes pour les revendre. Par contre, le freebase, en général, ce sont les utilisateurs qui basent eux-mêmes et font leur cuisine eux-mêmes et préparent eux-mêmes à partir de la poudre. Alors, il y avait eu pendant longtemps une pensée que le freebase, c'était quelque chose de beaucoup moins nocif que le crack, mais c'est la même chose, c'est les mêmes produits, et avec les mêmes dangers et les mêmes effets. Donc c'est plus, entre crack et freebase, c'est plus une particularité liée aux usages sociaux. Et une particularité donc, de ces cailloux, c'est que c'est un conditionnement et un mode d'administration qui permet d'acheter des petites quantités et de fumer petite quantité après petite quantité. Donc les crackers se retrouvent à fumer de 10 € en 10 €, donc il faut refaire un peu d'argent et refumer. Et voilà, c'est comme ça que... Alors, le titre, là, c'était « Crack dans la cité ». Alors, l'idée, c'était plutôt que ce soit crack dans la ville, hein, dire qu'il y avait une certaine géographie du crack, comme il y a une phénoménologie du crack, mais il y a une géographie. C'est-à-dire que le crack, c'est essentiellement en région parisienne, dans certains quartiers, surtout nord-est parisien, et certains départements d'outre-mer, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane. En dehors de ça, il y a des cas sporadiques, des usages sporadiques, mais depuis des années, c'est surtout en France métropolitaine, dans le nord-est de Paris, que ça se joue entre Paris, la Seine-Saint-Denis. Les lignes se déplacent petit à petit en fonction donc, des lieux de deal, de développement de certains quartiers, de la répression de la police. Enfin bon, ça bouge un petit peu, mais c'est toujours à peu près au nord-est. Il y a moins de scènes ouvertes qu'à une époque, parce qu'à une époque, on connaissait autour de la Rotonde, là, Stalingrad, tout ça, toute la scène ouverte autour du crack qui n'existe quasiment plus, mais qui s'est un peu déplacée. C'est plus des squats ou des appartements qui sont squattés temporairement que des grandes scènes ouvertes, comme ça se voyait à un moment.
Alors, dans ces squats et appartements, finalement, ils servent un peu lieu d'approvisionnement et aussi lieu de consommation. Mais de plus en plus, on voit des personnes qui ne sont pas originaires de ces quartiers-là, qui ne s'installent dans ces coins de consommation que de manière temporaire. Ils sont en visite, ils s'approvisionnent, ils fument un peu, mais ils n'y restent pas. Donc, il y a aussi on commence à voir des craqueurs, on va dire, insérés, ce qui semblait un oxymore avant, qui n'était pas possible d'avoir des craqueurs insérés. Maintenant, on commence à voir des gens qui ont enfin, ça fait quelques années, hein, qui ont des logements qui vivent chez leurs parents, tout ça. Ils sont pas non plus très bien insérés, mais quand même plus insérés que l'image qu'on avait des craqueurs. Donc actuellement, qui est craqueur ? En gros, pour faire un portrait comme ça, on pense qu'il y a entre 10 000 et 20 000 individus en métropole, que c'est à peu près une proportion de 30% de femmes et 70% d'hommes. Il y a toujours il y a une proportion un peu plus importante de femmes chez les craqueurs. D'habitude, dans la population toxicomane, c'est toujours 20% femmes et 80% hommes. Enfin, en tout cas, à Marmottan, depuis des années, c'est toujours cette proportion-là. Chez les craqueurs qui fréquentent les CARUD, c'est-à-dire les centres qui ont été créés il y a une dizaine d'années pour la réduction des risques, la population de craqueurs est en très grande majorité des craqueurs qui n'ont pas de logement stable, à 85%. Il y a un tiers d'entre eux qui sont à la rue complètement. Et donc, ceux qui fréquentent les CARUD, c'est une population très, très désinsérée. La moyenne d'âge, c'est autour de 40 ans, un peu plus vieux que la moyenne pour les autres consommateurs. Il n'y a pas de données ethnographiques très précises. Avant, ça touchait beaucoup la population antillaise et africaine parisienne, mais maintenant, on voit de plus en plus de personnes d'autres origines. Les comorbidités somatiques, elles sont très élevées. Dans l'étude qui se faisait dans les CARUD, il y a eu une prévalence d'hépatite C de 75%. Elle est déjà très élevée chez la plupart des toxicomanes, c'est environ 40 à 50%. Là, chez les craqueurs, c'est encore plus. Alors, la figure du craqueur, elle persiste. Hein, la figure du craqueur très précaire, comme je vous disais, persiste. Avec les attributs qui autrefois étaient dévolus aux toxicomanes à l'héroïne. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait cette image-là, cette figure des toxicomanes qui vivaient la violence, vivaient la prostitution. C'est pas que ça n'arrive plus, hein, mais en tout cas, c'était plus autour de l'héroïne que cette figure existait. Maintenant, il semble que ce soit les craqueurs qui aient pris on va dire, ces attributs-là. Donc ce statut anthropologique de drogue, c'est eux les cramés, c'est eux les plus redoutables, et la consommation de cette drogue-là a cette fonction-là, en tout cas dans la ville. Alors, ce qui est drôle, parce que c'est finalement en dépit des propriétés pharmacologiques, quoi. Parce que le crack, c'est plutôt un psychostimulant, l'héroïne, c'était plutôt un downer, un apaisant. Et donc, finalement, il n'y a pas que les propriétés pharmacologiques qui vont induire ces attributs-là. Juste quelques mots pour dire en quoi la clinique peut être particulière des personnes qui consomment du crack. C'est qu'elle rappelle quand même pas mal la clinique d'intensité qu'il pouvait y avoir chez les héroïnomanes, avec les suivis en pointillé, le côté marginal du mode de vie, le fait que, alors ça, bien avant qu'il y ait les traitements de substitution, qu'il n'y avait pas de traitement médicamenteux forcément adapté. Et alors, il y a trois niveaux qui rend cette clinique très particulière. Le premier, c'est au niveau du temps vécu, qui est que les craqueurs vivent essentiellement dans l'instant. Alors,
pourrait me dire, mais tous les drogués, tous les addicts sont dans ce moment-là, sont surtout dans l'instant. Mais dans la phénoménologie du crack, cet instant, ce moment, il dure vraiment très longtemps. C'est-à-dire que effectivement, quand quelqu'un est sous, prend une cuite, ou quelqu'un a une séquence de jeu d'argent, ça va durer un week-end, ça va durer, mais dans le crack, ça peut durer, alors des fois ça d'un week-end, mais des fois c'est des semaines, voire des mois, et il y a comme ça une compulsion, enfin des séquences compulsives, avec des alternances de moments de consommation effrénés, avec des moments de repos, et qui sont souvent rythmés. Alors, il y en a, c'est rythmé par le RSA. Dès que le RSA arrive en début de mois, ils vont consommer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Bon, il y a comme ça une espèce de rythmicité avec des séquences qui durent assez longtemps. Et alors, toute la phénoménologie s'organise autour du craving, ce qu'on appelle l'envie irrépressible de consommer. Donc, le vécu du temps, il est complètement différent. Et il suffit d'un petit stimulus, d'une rencontre, d'un regard pour que tout ce qui était à peu près planifié, change complètement et que la personne reparte dans une consommation. Il y a un roman là de Bill Clegg qui, lui, enfin, c'est une autobiographie quasiment, quoi, un peu romancée, où il raconte très bien son expérience et son vécu. Donc lui, c'était un agent littéraire new-yorkais qui, à un moment, est parti dans le crack. Il raconte très bien dans l'ouvrage « La portrait d'un fumeur de crack en jeune homme », il raconte très bien comment il est plein de bonnes résolutions, il rentre dans un taxi, il se dit « bon, je vais au rendez-vous où je dois aller », et puis il se retrouve dans le taxi, commencer à parler avec le chauffeur de taxi de sortie, de consommation. Il s'aperçoit que le gars, il connaît le crack, et hop, il est reparti, il se retrouve à l'hôtel, et ça dure 3 jours, et voilà. Et tout ce qu'il avait en tête, tout ce qu'il comptait faire, ne compte plus. Ceci entraîne forcément dans les soins des stratégies complètement différentes. C'est-à-dire que c'est très difficile de prévoir et de donner des rendez-vous avec les craqueurs, et que des fois, même donner un rendez-vous au lendemain, c'est quelque chose d'assez compliqué. Au niveau de la relation aux autres, quelque chose qui est là aussi est fréquent dans toutes les addictions, mais là qui apparaît encore avec plus d'intensité, c'est le fait de disparaître. Le fait de ne plus être dans la relation aux autres. Alors ça va là encore, dans des proportions vraiment importantes. Je me souviens d'un client là qui venait, lui, qui était pourtant marié, qui avait un travail et qui avait des enfants, qui était capable de disparaître pendant des semaines dans des consommations de crack sans donner de nouvelles à toute sa famille, et qui avait trouvé comme moyen de refaire surface, de revenir demander une hospitalisation à Marmottan, et à chaque fois avant de rentrer à l'hospitalisation, il prévenait sa famille qu'il s'arrêtait, et qu'il revenait. Et ça, il disparaissait comme ça plusieurs fois dans l'année. Un autre patient m'a raconté une chose aussi qui lui paraissait tout à fait étonnante, c'est combien des gens qui pouvaient être dans ces milieux de squat et de consommation, finalement, n'étaient pas... on pense toujours qu'ils ont rien d'autre, qu'ils n'ont pas d'appartement, qu'ils n'ont pas de famille, qu'ils n'ont aucun lien. Et souvent dans les discussions, on s'aperçoit qu'ils ont quand même quelque chose. Et donc ce patient m'a raconté qu'il était très étonné de discuter avec une cramée comme lui qui fréquentait depuis un petit moment, qui lui expliquait qu'elle avait un appartement à Toulouse, mais qu'elle s'ennuyait tellement dans cet appartement qu'elle préférait venir sur Paris et passer des semaines à consommer comme ça. Un autre niveau, c'est au niveau du vécu psychique. On parlait là
de dissociation, de vécu dissociatif dans les jeux vidéo, de sensations, de se perdre un peu, comment c'était, de rêvasserie, de choses comme ça. Là, il faut imaginer qu'avec le crack, là aussi, l'intensité, on n'est plus dans la rêvasserie, on est vraiment dans quelque chose de complètement différent qui va jusqu'à la paranoïa, les délires. Là encore, Bill Clegg, il raconte bien tout ça, comment il est dans sa chambre d'hôtel, il consomme et il s'imagine tout et n'importe quoi, il devient complètement flippé. Dès que le room service arrive, il se demande ce que c'est. Et il y a une étude là, de l'équipe de Murger qui, sur une centaine de patients, a essayé de voir s'il y avait des symptômes psychotiques induits. Il y avait 86,5% de symptômes psychotiques induits dans cette population-là. Donc, il y a vraiment donc, des hallucinations, des délires paranoïaques, et puis tout un tas de manifestations comportementales, de mouvements un peu bizarres. Et donc c'est extrêmement fréquent, mais comment dire, ça disparaît quand les gens arrêtent de consommer, la plupart du temps. Et alors, une autre chose qui est assez caractéristique, c'est tu vois, qu'ils sont partis dans des consommations comme ça intensives. Ils se retrouvent dans une espèce de perplexité avec une impossibilité de planifier quoi que ce soit, proche d'un syndrome dysexécutif où c'est impossible même de planifier. Ils peuvent faire que des choses quasi automatiques. Et ça peut revenir, enfin ça revient quand ils s'arrêtent. Et pendant ces moments, il y a peu de prise de conscience des risques qu'ils prennent. Et c'est comme s'ils ne réalisaient pas du tout. Il y en a un qui me disait, moi je me fous de tout dans ces moments-là, même de mourir, je m'en fous. Enfin, voilà, là on rejoint ce que tu faisais remarquer tout à l'heure. Effectivement, c'est que même la mort ne paraît... alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne la réalisent pas, parce que tellement ils sont dans quelque chose d'irréel, ou si vraiment... n'en ont pas conscience. Alors c'est très étonnant parce que tous ces patients, à force de les côtoyer, de venir, il y en a certains qui utilisent des traitements de substitution pour descendre des épisodes de crack, donc finalement ils ont une habitude de venir chercher leur traitement et petit à petit, au bout d'années, on a tissé des liens, une alliance qui fait que on apprend à les connaître petit à petit. Et en dehors de grands épisodes, ils se montrent souvent tout à fait attachants, vifs, intelligents, bien sûr. Et moi, j'étais étonné d'un qui voulait à un moment partir en post-cure et qui se demandait comment faire. Et je lui disais, bon, il faut commencer par faire une lettre de motivation. Et en 5 minutes, il a commencé à me rédiger une lettre de motivation impeccable. Et j'étais vraiment étonné, des trucs qui contrastaient complètement avec la situation dans laquelle il pouvait être. Juste pour terminer, donc, je veux dire, quelles implications a cette clinique aussi particulière ? C'est-à-dire que ça a obligé à penser un peu autrement les manières dont on pouvait répondre au niveau des soins, parce que on passe plus d'un manque insupportable dans la clinique des opiacés, où en général les patients venaient nous demander à combler le manque et des produits pour aider le manque, à une envie irrépressible du craving, où là il faut essayer de les aider à surmonter leur envie. Et il n'y a pas pour l'instant, il y a eu beaucoup d'études de molécules pour essayer de calmer ce craving, mais il n'y a pas eu de molécules qui aient vraiment tranché, qui permettent de trouver. Il n'y a pas de médicament miracle là-dessus, en tout cas. Alors, une des grosses questions que ça a changé et que ça change, c'est l'accès aux soins. C'est comment faire en sorte que ces patients puissent arriver à rencontrer des soignants et trouver des interfaces justement où il n'y ait pas
à travailler trop la demande ou ça puisse partir autour de réponses ponctuelles. Alors c'est beaucoup le travail de Carud, par exemple, beaucoup le travail dans le 18e de services comme Ego, l'équipe d'Ego, la Espoir Goutte d'Or, qui accompagne et qui essaie de donner des réponses immédiates, des suivis, et sont dans une logique de réduction des risques avant tout. Un des gros problèmes, parce que beaucoup de Carud maintenant le expliquent, c'est que quand des patients ont pris leur habitude et ont trouvé des interfaces avec des intervenants, ils ont du mal à aller ensuite vers d'autres structures, aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent dans les structures où ils ont l'habitude et voir les gens qu'ils ont l'habitude de voir. Et une des difficultés, c'est de passer dans d'autres structures. Alors là, on est un petit peu content que justement il y ait des craqueurs qui maintenant viennent plus facilement en consultation, même viennent en hospitalisation, et ce qui permet donc de travailler aussi autre chose, et puis pour certains de re-questionner ce qu'on appelait le séjour de rupture, là. C'est-à-dire de faire en sorte qu'ils puissent vivre une expérience un petit peu différente ailleurs, et puis souvent à partir de plusieurs séjours de rupture et plusieurs expériences, ils arrivent à en faire autre chose. En conclusion, je dirais juste que les addictions, c'est une clinique qui est constamment évolutive. On voit bien que les produits changent. Alors même s'il y a des récurrences, le crack, la cocaïne reviennent périodiquement au devant de la scène. L'héroïne aussi, on entend tous les 3-5 ans retour de l'héroïne, effectivement. Il y a des nouveaux produits qui interviennent. Il y a des nouveaux modes d'usage. Le slam en est un. Internet, là, depuis 10-15 ans, vient interroger aussi les modes d'approvisionnement, vient interroger de nouvelles usages excessifs ou addictions. Et forcément, ça vient changer aussi les réponses thérapeutiques et réponses sociales qu'on est obligé de mettre en place par rapport à ces nouvelles formes d'addiction. Et donc ça rend le champ extrêmement dynamique, et ça rend les profils psychopathologiques vraiment fluctuants, mouvants et difficilement saisissables. C'est difficile de s'arrêter à un profil psychopathologique type ou à des profils psychopathologiques type. Donc les problématiques comme les réponses, on pense qu'elles sont les réponses apportées sont complémentaires et qu'elles s'articulent comme ça au mieux en fonction des différents moments pour un client de sa trajectoire, et aussi des différents profils des clients. Voilà. Merci Mario. Donc finalement, plus les consommateurs développent de nouvelles molécules, plus c'est intéressant, enrichissant pour nous, puisque ça interroge nos pratiques, notre clinique et notre prise en charge. Tu disais tout à l'heure que cette image qui a la peau dure, c'est-à-dire le craqueur précaire, est-ce que tu ne penses pas que c'est au-delà d'une simple image, c'est une fonction qui est également utilisée par le consommateur lui-même, à défaut d'avoir une simple identité sociologique ou sociale ou sociétale, il a besoin de ça, parce tu as parlé de crack dans la cité, mais on peut aussi parler de la fonction d'utilité dans le cadre familial et au-delà de la famille, dans la société et la sociabilité. Ah oui, tout à fait, oui. Justement, c'est pas ce que je disais, c'est pas que pharmacologique, c'est bien quelque chose qui est en interaction et qui existe dans la ville. Il y a une marge qui se fait autour de consommation, autour de certains produits, autour d'échanges, et qui mêle beaucoup de gens qui sont en grande précarité, qui sont désinsérés. Oui, bien sûr, c'est une fonction bien plus sociale. Merci. La parole est à la salle, madame. Merci.
Bon, il est très tard, donc je ne vais pas dire pour chacun de vous ce que vous avez apporté d'intéressant, mais je voulais donc seulement parler de l'intervention de Mario, qui me touche beaucoup, parce que, comme vous le savez, certains d'entre vous me connaissent, je travaille depuis trop longtemps sur la cocaïne, et c'est moi qui ai commencé à accueillir des cocaïnomanes à Marmottan, alors qu'il était une maison pour les héroïnomanes. Disait, oui, c'est Zorka. Je ne l'avais pas vu, excuse-moi. D'accord. Oui, donc c'est pour montrer, c'est vrai que cette question est toujours la même, qui se répète, que ce soit en France ou ailleurs. Moi, j'avais travaillé avec des cocaïnomanes en Bolivie. Et la peur, la crainte de mes collègues, c'était d'avoir un héroïnomane. Alors là, ça c'était la difficulté la plus énorme de traiter un héroïnomane. Hein. Donc ça montre bien, c'était le contraire ce qui est arrivé en France. Quand je voulais m'occuper des cocaïnomanes, Oliver Einstein me disait « Vous aurez du mal parce que les toxicomanes ici en France retournent à ses premiers amours. » Et voilà que maintenant, on est à ne pas pouvoir s'occuper des cracomanes. D'abord, tu as dit que le crack, c'est de la cocaïne. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas autre chose que de la cocaïne. Il y a les mêmes effets, hein, les mêmes effets stimulants et les mêmes effets secondaires. Hein. Donc, c'est une population précarisée. Et c'est toute la difficulté. Je crois que là, il faut faire le dire quand même. Hein. C'est la cocaïne du pauvre. Tu dis 10 euros pour 10 euros. Entre-temps, on va voler, on va faire de la manche, on se prend un petit caillou, on revient, etc. Et puis l'accès aux soins. L'accès aux soins est difficile parce qu'il y a des services qui n'en veulent pas de ces cracomanes. C'est très difficile de traiter quelqu'un qui consomme du crack. Mais comme disait Michel Renaud, qu'est-ce qu'il y a comme traitement? D'abord, c'est l'empathie, c'est d'essayer de faire le lien. Il n'y a pas longtemps, tu le sais Mario, je suis arrivée, moi je travaille maintenant dans une institution pour parentalité et addiction. Beaucoup des femmes avec des bébés, des enfants et enceintes. J'ai accompagné une cracomane enceinte pour une hospitalisation à Marmottan parce qu'elle a été accompagnée à Horizon par l'équipe de Gaïa. C'est-à-dire que si on ne va pas le chercher, si on ne va pas les accompagner, être vraiment corps à corps avec eux, et le travail ne peut pas se faire. Et alors, ça devient intéressant. Je me disais, mais quelle galère pour moi. Il faut que je l'accompagne jusqu'à Marmottan. Je connais bien, donc c'est mieux que ça soit moi. Je prends le métro avec elle, avec une crainte qu'elle s'en aille, qu'elle disparaisse, etc. Elle est restée la première fois dans mon bureau 5 minutes. Elle est repartie. Hein. Et le trajet de, quand même, une demi-heure, hein, de Gare du Nord à Marmottan, a été passionnant avec cette patiente. C'est là qu'il m'a parlé de sa vie, c'est là qu'il m'a parlé de ses problèmes et de ses passions. Sa passion, c'était quoi? L'histoire, la lecture. Il connaît par cœur Napoléon. Voilà, on a fait le trajet le plus intéressant que j'ai eu avec une cracomane. Voilà, j'ai pas de questions. J'ai pas de questions, seulement de dire que nous devons nous occuper de ces personnes qui sont en difficulté avec le crack. Une prochaine journée qu'on organisera sera sur la précarité toxique. Et là, tu es sûr, Zorka, que je t'inviterai à en parler. Moi aussi, je signale à l'auditoire, ceux qui restent encore ici, que un des meilleurs livres sur la cocaïne que j'ai pu lire, c'est celui de Zorka Domic, hein, sur la cocaïne. Zorka est bolivienne, elle travaille depuis des années à Paris. Et ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, donc je suis ravi de te voir aujourd'hui. Une ou deux avant de passer la parole à Eric
pour une conclusion globale et finale. Je voulais... Bonjour. Je voulais poser une petite question parce que vous n'avez pas parlé de la question de la consommation du crack en groupe. Je crois que c'est tout à fait important. Au Brésil, par exemple, la grande question de la prise en charge, c'est lorsqu'un sujet il part en hospitalisation, il revient toujours dans ces lieux, il consomme parce que justement, ce sont des sujets qui sont dans une situation de précarité et exclusion. Et les cracks, la consommation du crack, ça devient aussi une mise en commun d'un symptôme qui est à la fois solitaire, mais que se met en commun à travers la consommation du produit. Et je pense que ça crée un lien entre ces sujets. Donc les grands soucis qu'on rencontre actuellement au Brésil, dans les lieux qu'on appelle Cracolândia, c'est OK, on peut hospitaliser ces sujets. Mais lorsqu'il sort de l'hospitalisation, il a passé une période de sévrage, où est-ce qu'il va revenir? Dans ces lieux, il a créé ces liens. Donc là, la grande importance des unités mobiles pour traiter ces sujets sur place et respecter aussi la relation qu'il commence à créer avec l'espace urbain et aussi avec ses collègues, avec leurs animaux. Et que faire cette coupure, des fois, ça rend complètement difficile et ça peut casser la construction que le sujet a fait pour se tenir en vie, justement. Oui. Merci. C'est Lorenza Biancarelli qui travaille sur le Brésil, qui travaille sur le crack au Brésil et le crack en groupe. Et c'est bien pour ça, Lorenza Biancarelli, que ce matin j'ai invité Alexandre Farneau. C'est pour les politiques de soins dans la cité. Et c'est pour cette population de toxicomanes qui échappent aux soins parce qu'ils sont justement... Donc il y a toutes des stratégies de recherche, déjà de recherche conceptuelle à faire et de recherche clinique sur le terrain et de prise en charge dans la rue pour les ramener dans les institutions dont ils ne veulent pas ou pour les amener. Il y a d'autres personnes ici qui sont là, qui travaillent sur les réhabilitations dans les appartements pour les amener à avoir un autre ciel que le ciel, c'est-à-dire avoir un toit sous la tête. Merci à tous. Je te passe la parole. Moi, j'ai déjà assez parlé de la journée. Ils en ont marre. Et je vais vous dire bonne soirée. Merci d'être venus. Peut-être juste dire un petit mot comme quoi le maître mot de toute la journée, c'est le lien que se font les patients entre eux et que fait le thérapeute avec le patient. Oui, vraiment, quelques communications ont pu vous paraître un petit peu volées au-dessus des nids de coucou. Mais ce qui prime chez chacun des conférenciers, ça a été la pratique clinique et le lien envers le patient. Et tout le travail d'Hassan Raoui, par exemple, ou d'autres, de Michel Reynaud, c'est pas de venir parler dans des colloques, c'est pas de venir parler dans des congrès, c'est pas d'écrire des articles uniquement, c'est la stratégie thérapeutique, qu'est-ce qu'il est possible de faire, comment aménager un espace psychique là où il n'y a que de la sensorialité, comment introduire un peu de langage. Enfin, c'est tout le travail que vous connaissez ou que vous apprenez ou que vous connaissez bien déjà. C'est ça qu'on essaye de stimuler qu'on a essayé de stimuler par cette journée. Donc, c'était pas uniquement une journée publicitaire sur un livre. C'était une journée, vous voyez bien, c'est pas sur l'addictologie, c'est sur la dictologie clinique. Comme le DU que je dirige, c'est avec Raoui maintenant, c'est la dictologie clinique. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée.